Tu as l'âme d'un journaliste. Exactement. Moi, je le dis à tous mes potes, mais quand quelqu'un me demande je peux te confier un secret, surtout pas. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du journalisme avec un invité de marque, Léo Vidal-Giraud, journaliste passionné et talentueux de Place Éco, une publication du groupe de presse Sud-Ouest. Léo nous fait l'honneur de partager son parcours, ses expériences marquantes, ses réflexions sur le métier de journaliste. Avec Léo, on va découvrir les compétences essentielles pour réussir dans ce domaine, les défis à relever et les satisfactions à en tirer. On va aussi parler du brand journalisme et de son impact sur le journalisme traditionnel. Léo nous expliquera comment il maintient son impartialité face aux pressions externes. Et pour ajouter une touche fun à notre discussion, on lui a préparé un quiz sur l'aéronautique et l'aviation, une de ses passions. Bonjour Léo, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Léo Vidal-Giraud, je suis journaliste à Place Éco Béarn. Donc, comme tu le disais, c'est le média économique du groupe Sud-Ouest. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'occupe ce poste, dans lequel donc j'anime l'édition qui est consacrée au Béarn de cette publication qui est tournée vers le monde de l'entreprise et l'actualité des entreprises. Avant ça, j'étais pendant plusieurs années correspondant en Russie pour des médias français. Top. Place Éco, c'est pas que en Béarn, hein, c'est dans tout le Sud-Ouest. Il y a à Bordeaux aussi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a des éditions Bordeaux, Charente-Maritime, Landes, Pays Basque et Béarn. Mais Béarn, c'est la meilleure. Exactement. Béarn, c'est la meilleure. Clairement. Toujours les meilleurs. Toujours. Parfait. On démarre avec ton parcours pro. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à devenir journaliste et comment tu as débuté dans ce métier ? Les amateurs de sociologie vont rigoler, mais parce que mon père est journaliste, enfin était journaliste, donc voilà, okay. Système de reproduction bien classique. Mon père a été journaliste, il a fait de l'écrit, de la radio. J'ai toujours voulu en faire depuis que j'étais collégien, lycéen. Je fais quelques détours par d'autres trucs, mais j'y suis revenu assez vite. Ouais, j'ai bossé en fait en entreprise d'abord. Enfin, j'ai fait Sciences Po. Si on reprend vraiment le parcours pour voir comment devenir journaliste. Quand tu étais lycéen, tu faisais partie du groupe. Il y avait un journal du lycée ou un truc comme ça. Tu vois ? Alors techniquement, pas au lycée, mais au collège. Non, à Sciences Po. J'ai fait Sciences Po Bordeaux, en fait. Alors il y avait pas vraiment de journal, en tout cas pas de journal qui m'intéressait, mais avec un copain, on avait fondé assez vite une publication satirique qui s'appelait Allez Stalingrad et qui était une publication hebdomadaire qui couvrait l'actualité française, internationale et bordelaise sous l'angle du stalinisme. Du stalinisme. On choquait beaucoup les gens, c'était très drôle. Ah ouais, c'était vraiment une ligne éditoriale c'était précise. Choquait les gens. Exactement, et ça marchait très bien, et les gens étaient furieux, et c'était vraiment un sorte de rire. C'est vrai ? T'as gardé des exemplaires C'était imprimé ? C'était imprimé, on imprimait partout, on le collait dans tous les sens. On avait une rubrique les médaillés et les fusillés de la semaine, où on affichait les profs ou les étudiants qui s'étaient éloignés de la ligne marxiste-léniniste en disant lui on lui donne la médaille de l'ordre de héros, et lui il faut le fusiller parce que c'est le prof d'économie et il a dit que le capitalisme était une solution efficace, donc 15 ans de goulag. Les gens n'aimaient pas ça. C'était pour rigoler, c'était vraiment juste... C'était vraiment pour rigoler, mais on était à fond dans le truc, on faisait ça parfaitement sérieusement et on refusait d'admettre que c'était une blague, donc les gens étaient choqués, c'était trop drôle. Énorme, excellent. Donc ça c'était tes débuts dans ce métier, enfin c'était pas, là à l'époque c'était pas un métier, mais c'était vraiment une passion que tu as décliné en action. Disons que j'ai toujours voulu écrire, en fait. Et je me suis toujours projeté dans le journalisme parce que c'est ce que je voyais autour de moi. Après donc j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un stage déjà à Moscou avec le journaliste du Monde qui était là-bas à l'époque, correspondant du Monde, qui m'a un peu dégoûté du métier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais j'ai pas aimé ce que j'y ai vu. Puis bon, j'ai fait ma crise d'adolescence aussi, donc voilà, je vais faire autre chose, je vais pas faire le même métier que mon papa. Donc j'ai été bosser dans l'entreprise pendant 4-5 ans, dans différentes boîtes, et puis comme on n'échappe pas à son destin, j'ai fini par y revenir. Je me suis rendu compte que malheureusement c'est ma vocation, tant pis pour moi. Ok, et justement, est-ce que tu peux nous partager une expérience marquante de ta carrière qui a vraiment influencé ta vision du journalisme, peut-être cette expérience-là ?
qui t'a un peu dégoûté au début du journalisme. Alors, j'en partagerai plutôt une autre. Ce qui a forgé un peu ma vision du journalisme, c'était justement en Russie. Je faisais un reportage pour Libération à l'époque. Je suis désolé, c'est une histoire un peu longue, mais pas de souci, on a le temps, c'est un podcast, tu vois. Et donc, je préparais un reportage sur la façon dont la Russie rapatriait chez elle les familles des citoyens russes qui étaient partis faire le djihad en Syrie, parce que c'est un fait qui est toujours mal connu, mais le plus gros contingent de djihadistes étrangers au sein de l'État islamique qui venait de Russie et de l'espace post-soviétique. C'était à l'époque où il y avait un grand débat en France sur est-ce qu'il faut rapatrier les djihadistes français et leurs familles, et surtout leurs familles. Et la Russie le faisait depuis pratiquement le début. Et j'avais interviewé pour ce reportage la personne qui était plus ou moins en charge de ce rapatriement des familles, une dame qui s'appelait Eda Saratova, qui était tchétchène. Et qui s'occupait de ça. Et cette dame était une très proche de Ramzan Kadyrov. Alors là, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, le nom va commencer à vous parler. C'est le dictateur fou qui règne sur la Tchétchénie, en gros, avec la bénédiction de Vladimir Poutine, qui est vraiment, on va résumer, qui est la dernière des ordures, qui est un mafieux sanguinaire. Et cette dame était un peu sa caution droit de l'homme, en gros. Celle qui disait « Non, mais tout va bien ». Pardon, celle qui disait non mais tout va bien, tout le monde est heureux chez nous. Donc pas quelqu'un de très très fréquentable a priori. Et pourtant, cette dame, je l'ai rencontrée, je lui ai parlé, et son action à ce moment-là, c'est qu'elle allait récupérer des femmes et des enfants qui étaient complètement paumés en Syrie, qui n'avaient rien à faire là-bas, qui étaient partis parce qu'ils avaient été soit emportés de force, soit trompés, soit ce que tu voulais. Et elle les ramenait en Russie et elle les aidait à reprendre une vie normale. Et pour le dire simplement, c'est bien de faire ça, c'est une bonne action, incontestable. Et c'est là que je me suis dit que le monde est un endroit bien compliqué dans lequel on ne peut pas classer les gens définitivement et simplement dans une case. Elle est d'un dictateur, donc elle est méchante, oui, mais elle fait aussi des choses qui sont bien par ailleurs. Et pour moi, je pense que j'en viens à la réponse à ta question sur ma vision du journalisme. C'est quelque chose dont j'essaye de me souvenir quand j'écris, quand je fais des articles. Personne n'est fondamentalement malveillant. En tout cas, volontairement malveillant, en fait. Chacun fait le bien tel qu'il le voit, ou en tout cas essaye. Bon, il y a certainement des exceptions, je ne vais pas faire le bisounours, mais voilà, ne jamais oublier qu'on s'adresse à des gens qui font le bien tel qu'ils le voient, toujours. Oui, chaque personne est différente en fonction de ses expériences, de son vécu, de voilà, choses, et puis surtout, voilà, partir de l'a priori que les gens ne sont pas malveillants, on n'est pas dans un film, c'est pas l'empereur Palpatine, il n'existe pas. Ouais. C'est quoi les défis principaux que tu as rencontrés en tant que journaliste, justement ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a des défis endogènes et des défis exogènes. Les défis exogènes, c'est les plus évidents. C'est les difficultés à faire un métier. On ne va pas revenir trois plombes sur mes expériences en Russie, mais bon, là, il y a des difficultés évidentes en termes de suivi, de sécurité, de flicage, de tout ce que tu veux, de personnes qui ont peur de te parler. Ouais. Mais, c'est un métier des fois dangereux, journaliste. Ça peut être un métier dangereux, même si, on y reviendra plus tard si tu veux, la seule fois où j'ai failli mourir en faisant ce métier, c'est à côté de Mourinx. Si tu veux, on y reviendra tout à l'heure. Et tu nous raconteras. mais oui, voilà, bon, ça, c'est les difficultés romanesques, on va dire, presque. Ouais. Disons qu'ils font partie presque du bail quand tu signes pour faire ce métier-là, et si tu les avais pas, tu serais peut-être un peu déçu, même. Après, c'est les difficultés qu'on retrouve aussi dans mon métier, dans la façon dont j'exerce mon métier aujourd'hui chez Placeco, d'une moindre mesure. Difficulté, c'est qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas parler, il y a des gens qui ne veulent pas communiquer. Ouais. Et souvent, et là j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que personne n'est méchant, il y a quand même, souvent c'est les entreprises ou les personnes qui sont en situation en tout cas de se défendre dans un dossier, qui sont accusées d'être méchants, qui paradoxalement veulent pas communiquer. Il y a une espèce de réflexe de faire le hérisson. Ouais, c'est une protection quoi. Voilà, mais qui souvent toi va t'empêcher ou te gêner pour faire ton travail correctement parce que, je te prends un exemple lambda, un exemple imaginaire, une entreprise X qui
qui implante une gravière ou une usine ou un puits de goudron ou j'en sais rien, ou un truc dont les riverains veulent pas et qu'on les accuse de polluer, leur premier réflexe, ça va être de se mettre en boule et de parler à personne. Et moi, je veux faire mon reportage et essayer d'être, je veux faire mon article, essayer d'être le plus objectif possible et donner tous les points de vue. Bien sûr. Mais si finalement la personne qui porte ce projet refuse de parler, en fin de compte, je n'ai plus qu'à parler aux opposants du projet et mon article sera fatalement déséquilibré. Et c'est un peu un serpent qui se bouffe la queue parce que derrière, l'entrepreneur va voir ça, il va se dire voilà, vous avez fait un article à charge. Oui, certes, si tu as bien voulu me parler, il aurait pu être à décharge aussi. Ouais, et ça, c'est un vrai problème qu'on retrouve à beaucoup de niveaux. Et puis après, tu as les problèmes internes du genre, des fois, c'est un métier fatigant, c'est un métier exténuant, tu n'as pas le temps d'écrire toujours aussi bien que tu le voudrais, et des fois, faut sortir tes articles vite. Tu n'as pas forcément le temps d'être aussi précis, aussi... d'écrire aussi bien que tu le voudrais, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est un peu frustrant des fois. C'est parfois un peu frustrant, c'est vrai. Tu voudrais faire de la littérature à chaque fois, et puis Place Éco, on a deux publications quotidiennes, 2 articles à écrire tous les jours, donc voilà, des fois il faut aller faire des phrases simples, sujet, verbe, complément, et on y va vite, quoi. Tu peux pas gagner le prix Albert Londres à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mais tu as une ligne éditoriale aussi, tu as une façon d'écrire que tu dois respecter, tu as des... Alors, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale et puis la façon d'écrire qui sont des choses un peu différentes, puisque tu as la ligne éditoriale, c'est plutôt notre angle, en fait, l'angle par lequel... Ligne éditoriale, c'est d'où est-ce qu'on parle, en fait, ou d'où est-ce qu'on écrit en tant que journaliste. Qu'est-ce qui nous intéresse, quelles sont nos valeurs, et comment est-ce qu'on couvre nos sujets. Voilà, le style... plus propre à chaque journaliste, même si évidemment il y a aussi un style maison dans lequel il faut se fondre. Voilà, chez Place Éco, on ne fait pas d'effets de manche interminables, on a un style relativement carré, sérieux, même si, après ça, chaque journaliste écrit aussi comme il le sent et comme ça lui plaît. Ouais, ok. Et selon toi, justement, c'est quoi les compétences essentielles pour réussir dans le journalisme aujourd'hui ? Alors, il y en a plein. Il y en a plein, puis il y en a de différentes sortes. Je te dirais que il y a des... on est dans une école de commerce ici, donc on va parler de soft skills et de hard skills. Les hard skills qu'il va y avoir, il faut savoir écrire, évidemment. Voilà, ce qui est pas facile. Il faut avoir des capacités de synthèse. Tu reçois les dossiers de presse et tu les résumes en quelques phrases, c'est important. Il faut savoir écrire un texte qui a un début, une fin, une queue, une tête. Exposer ses idées, savoir les organiser. Donc ça, c'est vraiment... en gros, si tu sais faire une bonne dissertation, tu sais plus ou moins faire un article de presse. Il faut savoir assumer sa subjectivité tout en essayant d'être le plus transparent possible, ce qui n'est pas non plus évident. Il faut savoir écouter. Puisque journaliste, c'est... en gros, si je résume, si on le boil down au précipité de ce que c'est le journalisme, c'est écouter les gens, te raconter leur histoire et ensuite la répéter à tout le monde. C'est ça. Donc il faut savoir écouter, savoir poser des questions, et puis savoir derrière raconter ce que tu as entendu. Ouais, rapporter... Voilà, savoir écouter, savoir parler, savoir écrire. Très bien. Et comment tu vois, toi, l'évolution du métier de journaliste avec l'essor des nouvelles technologies ? On parle d'intelligence artificielle, de savoir écrire. Aujourd'hui, ChatGPT peut écrire aussi des articles. Alors, ça ne représentera pas effectivement ce que tu nous disais tout à l'heure, tu vois, sur l'écoute et puis retranscrire des choses un peu humaines avec l'intelligence artificielle, mais c'est quand même un outil. Les médias numériques, voilà. Il y a quand même le journalisme, c'est un métier qui est en bouleversement. Clairement, c'est un métier qui change beaucoup, un métier dans lequel on se pose beaucoup de questions, auxquelles on n'a pas de réponse définitive. Différents médias et différents journalistes apportent des réponses différentes. Il y a 2 sujets dans ce que tu viens de dire. Il y a l'intelligence artificielle et puis les réseaux sociaux et le web d'une manière générale. Alors déjà, il faut voir un truc, c'est qu'avant d'être une menace, et là je parle en particulier des réseaux sociaux et du web, c'est un outil exceptionnel pour faire notre métier. Qui nous a donné des clés, des outils pour atteindre des personnes auxquelles on n'aurait jamais eu accès, nous permet de faire notre métier à distance dans des conditions qui auraient été impossibles. Et je te parlais de Russie tout à l'heure. Quand je suis rentré de Russie en mars 2022, j'ai continué pendant quelques temps à écrire des articles sur ce qui se passait là-bas à distance, grâce aux réseaux sociaux, grâce
grâce à Twitter, grâce à Telegram évidemment. Donc c'est avant tout un outil exceptionnel. C'est aussi, évidemment, je vais rester sur les réseaux sociaux pour commencer, puis on reviendra après sur l'IA si tu veux. Bien sûr, pas de souci. C'est aussi, évidemment, une menace au sens où, en fait, pour moi, le journaliste ou les médias ont perdu le monopole de la parole publique, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, n'existe dans la sphère publique que ce dont on parle. Jusqu'à la caricature, hein. Chez Le Monde, pendant longtemps, on disait si c'est pas sorti dans Le Monde, ça n'existe pas. Ouais, Hein. c'est vrai. Et ça a été le cas pendant longtemps. Voilà, c'était nous qui décidions de quoi on allait parler, quand et comment. Ce qui est un grand pouvoir, une grande responsabilité, pour citer les philosophes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, du coup, qu'on n'a plus. Ouais, c'est beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup Tout le plus monde ouvert. parle aujourd'hui Tout le monde parle. sur les réseaux sociaux. Et Voilà. notre parole n'a pas nécessairement plus de poids que celle nôtre. Alors, quand même, si, parce que on a des plateformes qui sont beaucoup plus visibles. Et a priori, à part quelques influenceurs, hein, mais a priori, un article qui va être diffusé dans un média national, il va quand même toucher plus de personnes que si tu fais un post sur Twitter dans ton coin. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fake news aussi. Voilà. Et c'est là qu'est le vrai danger, je trouve. Et à la fois l'opportunité pour notre métier. Parce qu'effectivement, la notion de vérité est beaucoup plus disputée. N'importe qui peut dire n'importe quoi et plus personne ne fait confiance a priori aux médias parce que tu trouveras des contre-exemples, des contre-arguments partout. Donc il y a une confiance à reconstruire et aussi, et c'est là que je suis un optimiste, c'est aussi là que je vois le fait que le monde a toujours besoin de médias qui tiennent la route et de journalistes pour les animer, c'est que dans cette espèce de jungle de nouvelles qui sont soit fausses, soit décontextualisées, soit les deux, et avoir quelqu'un qui fait ce métier de tri, qui fait ce métier de filtre, de hiérarchisation, de contexte, d'explication, c'est plus important que jamais. Alors, on n'a plus, a priori, une légitimité totale et absolue, un monopole de la vérité et de son explication. C'est peut-être le coup de pied au cul dont on avait besoin aussi, d'une certaine manière, en tant que profession. Mais paradoxalement, plus que jamais, on a besoin de nous pour jouer ce rôle-là, d'éclaireur, d'organisateur, un peu de filtre. On parle d'obésité informationnelle aujourd'hui. Les gens sont abreuvés d'infos tout le temps. Abreuvés, ouais. Voilà. Et en fin de compte, tu peux aussi te dire qu'il y a des gens qui sont demandeurs d'avoir un peu cette forme à Place Eco. Hein. T'arrives le matin, t'ouvres ta messagerie, t'as une newsletter, t'as 5 articles dedans, voilà, 5 trucs qu'il faut que tu saches. Tu peux éteindre Twitter maintenant. On a fait le tri pour vous. Ouais. On a contextualisé pour vous. Et ça, on en a besoin. Voilà. Maintenant, si tu veux, on peut revenir sur l'intelligence artificielle, qui est un autre sujet. Ouais, l'intelligence artificielle, ça a chamboulé un peu ton métier. Tu l'utilises, toi, l'intelligence artificielle ? Je l'utilise beaucoup. Alors, j'en ai eu peur pendant longtemps. Ouais. Parce que premier réflexe, hein, tu te dis mon Dieu, t'as des trucs qui écrivent des remplacer, textes, quoi. voilà, je suis foutu. Donc j'ai pas refusé d'y toucher pendant longtemps, et puis un jour je me suis dit quand même vas-y on va faire un essai, donc j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un article pour moi. Et j'ai vu ce texte, c'était la façon qu'il apparaît ligne par ligne en plus, j'ai vu ce texte apparaître ligne par ligne, et j'ai vu la météorite qui arrivait pour tuer l'humble dinosaure que je suis, en disant putain c'est vachement bien ce qu'il écrit. Et puis en fait, je l'ai relu après plusieurs fois. Et plus je le relisais son texte, plus je me rendais compte que c'était de la merde en fait. C'était plat, ouais. C'était terriblement plat, il n'y avait pas de fond, pas de forme, ça filait entre les doigts comme du sable son texte. Tu sens qu'il n'y a pas d'humain derrière. Tu sens qu'il n'y a pas d'humain derrière, qu'il n'y a pas d'âme, ni de prise de position, même au-delà de l'émotion, voilà, il n'y avait aucune consistance à ce texte. C'était une espèce de carton-pâte, de décor de théâtre de texte, mais qui n'avait rien derrière. Et du coup, là je me suis dit, ok, c'est nul, ça n'a pas d'avenir cette histoire. Et en fait, je suis revenu à une position plus raisonnable après en y réfléchissant plus. Maintenant, je m'en sers. Mais pour moi, pour le journaliste, l'intelligence artificielle générative, capable de créer des textes, c'est l'équivalent du métier à tisser dans les métiers du textile. C'est-à-dire que ça fait le travail beaucoup plus vite. Ouais. Mais il faut quand même avoir programmé le métier à tisser avant, avoir imaginé le motif, et tenir le dessus et savoir appuyer sur les bons boutons au bon moment. Et si tu sais faire ça correctement, tu vas pouvoir produire effectivement qu'un soit plus vite qu'un tisserand qui faisait ça à la main dans son coin. Ça ne signifie pas que ton métier et ton savoir-faire ont disparu. Il faut quand même aller au charbon de l'information, aller sur le terrain, interviewer les gens, savoir leur poser les bonnes questions.
Savoir réagir en direct aux questions qu'ils te posent et rebondir dessus, maîtriser le dossier avant. Donc tout ça, l'IA n'est pas encore capable de le faire. De l'empathie aussi, j'imagine que l'empathie, c'est une qualité importante exactement, dans ce métier. Savoir jusqu'où tu peux aller, sentir les émotions de ton interlocuteur, enfin être un humain, quoi. Et revenir avec une espèce de minerai brut d'informations qui ressemble soit à un fichier audio sur ton dictaphone, soit à 5 pages de notes sur un Google Doc ou dans un calepin. Et ensuite, c'est là qu'effectivement l'IA peut entrer en jeu pour... chacun s'en sert comme il veut, mais moi par exemple, je prends des notes à la volée sur un ordinateur portable. Le premier truc que je fais en rentrant à la rédaction, au bureau, c'est que je file mes 5 pages de notes à ChatGPT en lui disant... un résumé. Avant même de faire un résumé, corrige les fautes de frappe, vire les abréviations, mets-moi ça au propre, en fait. Oui, pour toi, pour que ce soit... Pour que moi je puisse le relire, je gagne un temps fou. Ensuite, effectivement, moi je le relis entièrement. Je vois comment est-ce que je vais organiser mon article, je fais un travail de réflexion là-dessus, quel va être mon angle, quelles sont les infos que je veux retenir. Et là, en fonction du temps que j'ai et de l'envie que j'ai aussi, parce que des fois on a juste envie d'écrire soi-même pour le fun, et puis des fois on n'a pas le temps, ou on a la flemme, ou le sujet t'intéresse pas énormément non plus, donc tu te dis je le fais, mais je vais le faire, mais je vais le sous-traiter à mon robot. Et dans ce cas, je prends ces notes, j'écris un prompt assez long en lui disant sur la base de ces notes d'interview, tu vas écrire un article de 4500 signes, espace compris. Tu vas évoquer dans une première partie ça, tel point, tel point, tel point et tel point. Ensuite, tu évoqueras tel point, tel point, tel point et tel point. Je veux que tu reprennes en citation directe ça, ça et ça dans l'article. Je copie-colle les extraits de l'interview dont j'estime qu'il faut les reprendre en citation directe. Et tu imiteras le ton des articles précédents, fais des phrases très courtes, et reste parfaitement neutre. Je lui balance ça, il sort un premier jet, je lui fais refaire 2-3 fois. Enfin faut le prendre comme une espèce de stagiaire qui est à la fois pas très très expérimenté ni très doué, mais qui travaille très très vite. Donc tu peux lui faire refaire 30 fois et finir bien par faire un truc bien. Bien sûr, c'est ça. C'est un outil efficace et qui te permet de gagner du temps et de faire aussi autre chose. Exactement, ça te permet de faire de la veille, ça te permet de passer plus de temps à caler ses reportages, ça te permet de passer aussi, tout connement, ça te permet de passer plus de temps en reportage. Parce que la journée de travail est fait 8 heures, et si je sais que mon article va être écrit en une demi-heure au lieu de 2 heures, parce que je vais pas être obligé de tout faire à la main, je peux passer des heures de plus en reportage, à discuter, je peux aller plus loin en reportage aussi. Si je reçois une invitation à une conférence de presse en Vallée d'Ossau, je regarde mon emploi du temps et selon que j'ai ChatGPT ou non, je peux me permettre d'y aller ou bien je suis obligé de traiter ça sur la base d'un communiqué de presse. Donc je fais du meilleur boulot grâce à ça aussi, ça me libère un peu de tâches. Et tu es assez libre dans ces prises de décision, tu vois, tu n'as pas eu de problème de ta direction en te disant non mais attends Léo, là tu utilises l'intelligence artificielle, c'est pas un vrai travail de journaliste. Tu vois, il y a eu un moment des conflits comme ça où ils ont été très ouvert sur... Alors chez nous on a été très ouvert, ça dépend de la culture de chaque média aussi. Chez Placeco on a quand même une culture très start-up, très portée sur l'innovation et la nouveauté et la productivité aussi, donc on a vu ça comme une chance dès le début. Et puis notre patron a toujours été très très clair là-dessus, tester les trucs en fait. Donc moi j'ai testé ça. Il y a eu quelques réticences, et puis en ce moment au sein du groupe Sud-Ouest, comme dans tous les groupes de médias, on est en train de mettre en place des chartes de bonne conduite, de façon de se servir de l'IA, sur l'utilisation de l'IA, dans quelle mesure on doit... Des questions de droit d'auteur aussi, non ? Les questions de droit d'auteur, alors oui et non, parce que les articles sont nourris, l'IA est nourrie avec nos propres articles, donc... Mais c'est surtout de savoir si, par exemple, si j'écris un texte avec l'aide de l'IA, est-ce que je dois le mentionner, cet article a été écrit avec l'aide d'une intelligence artificielle ? Mais en fait, je trouve ça un peu creux comme débat, parce que, un peu creux, un peu... À balancer, quoi. En perspective. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, un texte écrit avec l'aide d'une intelligence artificielle ? Est-ce que ça veut dire que je l'ai fait écrire entièrement par l'IA et j'en ai pas changé une virgule ? Si je repasse derrière pour le modifier un petit peu, est-ce qu'il est toujours écrit par l'IA ? Si je le modifie beaucoup, est-ce qu'il est toujours écrit par l'IA ? Si j'ai fait faire la mise en forme par l'IA, est-ce qu'il est écrit par l'IA ? Enfin bon, où est-ce qu'on place la ligne ? C'est vraiment des vrais sujets d'éthique aujourd'hui. C'est vertigineux. Moi, je pars du principe que tant qu'il y a une main humaine à la manœuvre, ça reste mon texte, parce que quelqu'un d'autre, un autre journaliste à qui on refile sa propre instance de ChatGPT et même les mêmes notes de reportage, il fera autre chose, donc ça reste mon article.
Ouais, ok. Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui souhaite se lancer, à un jeune par exemple, qui souhaite se lancer dans le journalisme aujourd'hui, avec tout ça, avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début? Déjà, j'espère que tu aimes les nouilles instantanées, parce que T'as pas le temps de cuisiner. Parce que t'as pas le temps de cuisiner, t'as pas souvent l'argent pour acheter autre chose non plus. C'est un métier qui paye pas beaucoup. C'est un peu un métier de crève la faim quand un même. métier passion plutôt. Faut vraiment le prendre. Enfin, on va pas non plus se plaindre, mais c'est pas un métier lucratif. C'est pas un métier lucratif. Voilà, c'est un métier qui est correctement payé, on va dire. C'est surtout un métier où il y a très très peu de postes en CDI et où il faut pas y aller en se disant qu'on va avoir une vie bien organisée. Ouais. Et de la stabilité. Ouais. Moi, j'ai galéré pendant plusieurs années avant d'avoir ce poste qui actuellement je suis en CDI, donc je ne me plains surtout pas, mais voilà, j'ai été pigiste pendant longtemps. C'est ça, ouais, pigiste. Ouais. On l'est tous, pigiste, donc ce qui signifie que tu es journaliste indépendant, en fait, tu vas te faire des piges, c'est-à-dire que tu es payé à l'article dans certaines rédactions ou à la journée, tu vas faire un remplacement 2-3 jours chez France Bleu, 3 jours chez Sud-Ouest. Ah oui, tu peux travailler pour tout le monde, quoi. Après, ça dépend ce que tu sais faire aussi. Tu sais faire, ouais. Et puis à la fin du mois tu fais tes comptes et tu vois si ce mois-ci tu peux manger ou pas. Ah oui. J'exagère un peu évidemment, mais voilà. Moi, je suis très crédule. Je suis en train de t'imaginer galérer. J'ai eu des mois. Enfin, t'as des moments de galère, ça dépend. Mais tu passes vraiment beaucoup de temps à faire ça. Donc c'est sûr que si pour toi la stabilité et la prévisibilité sont importants, faut pas viser ce métier-là. Après, quel conseil je donnerais? Lis beaucoup. Voilà, c'est ça le premier conseil. En réalité, passe ton temps à lire. De tout? De tout, surtout d'autres journaux. Mais voilà, lis des textes, lis l'actualité tout le temps. Parce que c'est avec ça que tu vas apprendre à écrire. Faut pas juste lire le carrousel du Go Decrypt à l'actu en 5 images. Quoi. Non. Vraiment... Faut s'habituer à lire des longs textes. Puis tu prends un abonnement à Libération, au Monde, à Mediapart, au Figaro, ce que tu veux, mais voilà, habitue-toi à lire des longs textes. Ouais. Vois comment ça s'écrit aussi. Et puis, et sois curieux, surtout, de tout ce qui se passe, parce que le journalisme, ça peut se faire d'un milliard de façons différentes, avec différents angles, différents formats. Tu peux faire de l'écrit vraiment à l'ancienne, comme ce que je fais moi, hein. Bon, même si c'est pas imprimé, en tout cas pas tout le temps. Voilà, tu vas, t'écoutes et t'écris un article. Ça peut être de la radio, ça peut être du podcast, comme ce qu'on est en train de faire là, qui est du journalisme aussi. Ça peut être de la télé, ça peut être du réseau social, du face-cam. Enfin, il y a un milliard de façons différentes. Tu trouves le format qui te convient, quoi, celui qui te va le mieux. Alors, toi, c'est l'écriture. Voilà. Après, moi, je serais incapable d'écrire. Après, il y a le principe de réalité aussi. Hein. Tu trouves le format dans lequel il y a du boulot à l'instant T et que tu es capable de faire dans l'absolu. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Voilà, c'est très pragmatique. Il faut être pragmatique aussi. Si ton format préféré, c'est d'écrire des reportages, de partir 6 mois en reportage et d'en tirer un article de 15 000 signes pour être publié dans une revue prestigieuse. C'est peut-être faire avoir un plan B en attendant d'en arriver là, en tout cas. Voilà, c'est le principe de réalité aussi. Fais un podcast, apprends à faire de la presse locale aussi. En vrai, c'est super intéressant. La petite locale, moi j'ai fait plusieurs mois à Orthez pour Sud-Ouest, seul en poste dans une rédaction. Je peux dire que je suis un peu allé en traînant les pieds en mode quelle déchéance. J'ai été grand reporter en Russie et maintenant je fais le localier à Orthez. Vraiment, comment peut-on tomber plus bas? Mais j'étais complètement con parce que c'est super intéressant. Bien sûr. C'est super intéressant. Le journalisme, c'est toujours passionnant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est parce que c'est ta passion. C'est intéressant pour toi parce que tu es passionné par ça. Tu es passionné par les histoires, tu es passionné par les gens. C'est ça, en fait, les vraies qualités d'un journaliste. La vraie qualité d'un journaliste, je pense que ça, tu as raison, c'est d'être intéressé par les autres. Par leurs histoires, par ce qui se passe autour de toi et d'avoir envie de le raconter. Voilà, si t'aimes bien raconter ta journée, raconter la journée des autres et que personne te raconte leurs secrets parce que t'es incapable de les garder, ça commence bien. Voilà. Ça commence parce que t'es journaliste. A priori, oui. Tu as l'âme d'un journaliste. Exactement. Moi, je le dis à tous mes potes, mais quand quelqu'un je peux te confier un secret, surtout pas. Surtout pas. Moi, mon métier, c'est d'écouter et de raconter. Si tu me racontes un truc, je le répète. C'est la base. Voilà. Ça, c'est un très bon conseil. Si vous êtes comme Léo et que vous ne savez pas garder un secret, c'est que vous avez au fond de vous une âme de journaliste. Exactement. Parfait. Et alors, tu vois, on parle beaucoup de contenu. On est dans une société de contenu, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Avec les réseaux sociaux, on est tous devenus des créateurs de contenu. Les marques aussi créent du contenu, plus que des publicités. Aujourd'hui, on parle de brand journalisme, donc du journalisme de marque.
Tu connais un peu le concept. T'en penses quoi? Versus le journalisme traditionnel, du journalisme de marque. Bah, je vais plaider un peu pour ma boutique, mais moi je pense qu'il faut pas appeler ça du journalisme, que c'est dangereux de faire ça parce on ruine la crédibilité, enfin on enrange la crédibilité du vrai journalisme. Le journalisme de marque, c'est de la création de contenu, c'est du storytelling, c'est du marketing très évolué. C'est certainement une bonne idée de raconter une histoire pour vendre un produit, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a compris, et c'est l'évolution logique, je suppose. Après, je suis pas spécialiste du marketing, mais de tout le storytelling. Je crois que ça a du début du XXe siècle, où on réalise que pour vendre un truc, tu peux faire plus efficace que de dire qu'il est vachement bien, tu peux commencer à raconter une histoire autour. Ouais. Bon, on aboutit maintenant à ça, à des marques qui créent leur propre plateforme et leur propre média. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pas du journalisme, parce que la finalité n'est pas d'informer, elle est de vendre. Donc pour moi, c'est là qu'est la nuance. Ouais. On confond souvent divertissement et information, tu vois, même sur des grandes chaînes qu'on va pas citer, tu vois, d'information. On continue. Moi, je regarde plus. Franchement, je regarde plus ces chaînes-là. Parce que souvent, tu vois, il y a le travail de journaliste qui est fait derrière, il est certainement très bon, tu vois, mais c'est souvent pour faire du divertissement, quoi. Bah ouais, après, y a rien de mal en soi au divertissement, comme il n'y a rien de mal en soi à essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, mais effectivement, il faut savoir ce que tu es et ce que tu fais. Mais c'est vrai que la frontière entre divertissement et journalisme, c'est vraiment c'est un vrai sujet, parce qu'on essaie de rendre nos contenus engageants. On est dans une société dont la concurrence pour l'attention des lecteurs ou Oui. ce qui est horrible comme expression de consommateur de contenu est C'est toujours ça, plus hein. forte. Donc il faut être plus engageant, il faut être plus punchy, faire des formats plus brefs. Mais à un moment, jusqu'où on descend comme ça, c'est quand même... Ça, c'est la vraie question du sujet. C'est pour ça que je voulais aborder ça avec toi. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme tu le dis, c'est-à-dire que quand tu publies un article, que tu sois Place Éco, que tu sois Le Monde ou n'importe quel autre journal, il y a un moment où tu t'attends aussi à avoir un retour, tu vois, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire en nombre de commentaires, d'interactions, voilà, si on fait simple. Est-ce que ça dénature pas finalement, tu vois, le travail vraiment d'information, pas du journalisme, mais d'information, quoi. C'est une bonne question. J'ai une anecdote pour te donner un élément de réponse là-dessus. À l'époque où je bossais pour Libé. Alors il n'y est plus maintenant, ils l'ont viré, mais pendant longtemps sur leur site, comme sur celui de beaucoup d'autres médias, il y avait un top 5 des articles les plus lus de ces dernières 24 heures. Et ce fameux reportage sur les familles de djihadistes exfiltrés de Syrie renvoyés en Russie, que j'ai préparé pendant des mois avec des interviews de femmes qui avaient été dans les geôles de l'État islamique, dans lequel j'avais enquêté pour découvrir que c'était fait par la police militaire tchétchène sur le terrain en accord avec des filières kurdes. Enfin bon, j'avais fait un vrai gros boulot de journalisme, d'investigation, tout ce que tu veux. Il a été dans le top 5 des articles les plus lus, jamais. Je sais même pas où il était. En revanche, et par contre, un soir, j'étais chez moi en Russie, peinard, et il y a eu un fait divers sordide à Saint-Pétersbourg. Un type, un historien qui a découpé en morceaux sa petite copine et a jeté les morceaux dans la rivière du coin. Sordide, voilà. Le type était connu pour son amour des cosplays de Napoléon. Voilà. Et il avait l'intention de s'habiller en Napoléon et de se suicider devant les touristes dans une cathédrale de Saint-Pètre. Vraiment bien allumé. Bien allumé. Ouais. Bien allumé. Voilà, un vrai fait divers de déglingos, typiquement russe, on va dire. Et Libé me demande de faire un sujet là-dessus. Ouais. Bon. Du coup, je lis ce que j'avais trouvé dans la presse russe parce que j'allais pas prendre le train pour Saint-Pétersbourg, qu'ils en avaient besoin pour dans 2 heures. Donc, je regarde trois trucs sur les réseaux sociaux, je lis les comptes rendus de la presse russe qui était sur place, la biographie un peu du gars. Je trousse un article en 1h30 en insistant un peu sur le côté absurde de la chose. Et pendant 48 heures, il est resté dans le top 3 des articles les plus lus. Ce qui m'amène à cette réflexion, les articles abétissants, les titres putaclic comme on dit, et le clickbait et tout ce que tu veux, c'est peut-être nous qui l'écrivons, mais enfin les gars c'est vous qui le lisez, hein, donc au bout d'un moment il faut savoir ce que vous voulez. C'est ça, la frontière elle est là, c'est les gens qui lisent, qui écoutent, voilà. Si vous voulez autre chose, il faut cliquer sur autre chose aussi. Tu vois, je sais pas si on dévie un peu du sujet, mais je pense qu'on peut continuer, on a le temps. Il y a un podcast que j'aimais beaucoup au début, c'est Legend, tu vois, de Guillaume Play.
au début génial, il y avait des histoires incroyables sur des gens atypiques, tu vois. Et un de mes épisodes préférés, par exemple, c'était celui d'un couple qui avait gagné l'euro-million ou au loto. Ils étaient super bienveillants l'un envers l'autre, tu vois, une vraie histoire de vie qui était très intéressante. Il y en a eu plein d'autres, après des sujets qui étaient très intéressants. Et plus ça avance, aujourd'hui, j'écoute plus. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est que je pense qu'il a trouvé son public et que le public, de manière générale, aime bien, effectivement, le fait divers, tu vois, le bait-click, etc. Et puis il joue de ça aussi, quoi, tu vois, parce que ça lui fait plus de vues, plus de followers sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'écoute plus Guillaume Play. J'ai arrêté, parce que ça correspond pas du tout à ce que j'ai envie d'entendre et à ce que j'ai envie d'écouter. Mais plus ça va, et plus c'est comme ça. Bah ouais, après voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande aussi, donc on peut se demander jusqu'où on doit aller, nous, en tant que médias, à accompagner ça. Est-ce qu'en accompagnant cette... J'aime pas parler de dégradation, parce que ça rend vieux con. Je préfère le boomer qui dit que c'était mieux avant. Mais en accompagnant, en tout cas, cette tendance à la simplification ou à la course à l'engagement, est-ce qu'en l'accompagnant, on l'amplifie pas et puis d'un autre côté, on n'est pas, je parle pour Place Eco comme pour Libé ou pour d'autres, on n'est pas un service public, donc on n'a pas non plus vocation à s'éloigner volontairement de ce qui marche au nom d'une mission. Enfin, la mission ne paye pas les salaires des journalistes à la fin du mois, tout connement. Donc, quel est l'équilibre qu'il faut trouver entre accompagner et faire des trucs qui marchent, et puis pour autant essayer d'avoir quand même une idée un peu plus haute que ça de notre métier. C'est chaque média, chaque journaliste place le curseur là où il le sent, de façon collective pour les médias, individuels pour chaque journaliste. C'est ça. Tu te le sens. Et sur Place Eco, tu vois, il y a vraiment des sujets hyper intéressants. Vous avez fait un sujet sur les grands héritiers, tu sais, du Berne. Très bien. C'est génial, tu vois, de raconter ces histoires-là. C'est bien, c'est positif en plus. Il y a des histoires positives à raconter. Moi, j'aimerais vraiment trouver un média, ça existe en plus, un média positif, tu vois, qui parle de choses positives, belles, tu sais, mais avec des gens engagés. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui écouteraient. Il y en a plein, c'est sûr. C'est certain. C'est clair. Après, tu vois, ou qui lirait, c'est sûr. Ça existe. Ok. Et justement, ça me permet de rebondir un peu sur l'impartialité des médias. Comment, toi, dans ton métier, tous les jours, tu fais pour maintenir ton impartialité en tant que journaliste? J'imagine que tu dois avoir certaines pressions externes, ça doit exister, il doit y avoir des pressions, il y a des choses... On vit pas dans une sphère isolée du reste de la société, donc forcément, après, les pressions, c'est pas tu reçois une tête de cheval par la poste, voilà, j'espère bien. Écris ça, ou je pose une bombe sous ta voiture, ça va jusque-là dans certains cas et certains métiers, moi ça ne m'est jamais arrivé, ou presque, mais ça va, en fait, c'est un continuum, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça va de l'article que tu vas écrire et publier, et quand tu le sors, la personne que tu as interviewée, le lendemain, t'envoie un petit mail pour te dire écoutez, je sais que j'ai dit ça en interview, mais est-ce qu'on pourrait pas modifier un peu la phrase parce que j'ai peur que ça choque les personnes qui vont lire. J'ai dit tel projet c'est complètement con, est-ce que vous pouvez le modifier en disant je vois pas très bien l'utilité. Oui. Et toi, t'es là, tu te dis bah oui, bien sûr, on peut le faire. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est pas un problème, ça change pas le fond. Mais techniquement, t'as quand même subi une pression qui a eu un impact sur ta prod éditoriale. Donc, est-ce que t'es toujours un journaliste indépendant à ce niveau-là? Enfin, est-ce que t'es toujours qu'en est-il de son intégrité à ce niveau-là? Ça commence par là et ça va jusqu'à si tu publies cet article, tu reverras jamais ta femme et ta fille. Donc, tu vois ce que je veux dire. Tu connais des gens qui ont eu ce genre de menaces? Jusqu'à ce point-là? Jusqu'à ce point-là? Évidemment pas dans ce job actuel, mais en Russie, oui, il y a des journalistes qui sont morts à cause de ce qu'ils écrivaient. Donc c'est des pays où c'est plus... c'est très concret, voilà. Et sans aller jusqu'à la Russie, même en France, tu as certains dossiers... Je sais que, par exemple, quand tu t'attaques à certains lobbies, en Bretagne en particulier, tu as peut-être vu il y a quelques mois, il y avait une histoire d'une journaliste qui bossait sur la pollution des plages due à l'agrobusiness. Bon, un matin, elle a retrouvé les boulons des roues de sa voiture dévissés. Donc, au premier virage, elle finissait dans un platane. Toi, elle a fait simplement son métier. Voilà, donc bon. Et selon toi, c'est quoi les principaux défis pour garantir l'impartialité des médias aujourd'hui dans un monde complexe, puisqu'on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est pas facile. Je pense qu'en fait,
j'en reviens au principe de réalité, quelque chose auquel je tiens. Si tu veux être aussi impartial que possible, déjà tu peux pas être parfaitement impartial parce que tu n'es pas une entité abstraite qui occupe un volume et un espace zéro dans l'espace. Par ta simple présence sur les lieux d'un reportage, t'en modifies les conditions. Ouais. Les gens savent que tu es là, donc ils se comportent différemment, ils te parlent différemment. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu as forcément ta subjectivité aussi. Tu peux essayer d'être aussi neutre que possible. Tu as toujours ton point de vue. Et tu peux pas le réduire à zéro. Donc je pense, pour répondre plus précisément à ta question, que la condition, même si la condition sine qua non pour être le plus objectif possible, c'est paradoxalement d'embrasser ta subjectivité, de l'accepter et surtout de la comprendre. De te dire, ok, voilà qui je suis, voilà d'où je parle, voilà mon point de vue, les valeurs que porte mon média, les valeurs que je porte moi à titre personnel. Être bien conscient de tout ça quand t'écris. Ouais. Savoir que t'es pas un pur esprit qui flotte dans l'espace, qui est désincarné et qui prétend à l'exhaustivité et à l'objectivité absolue. Et faute d'être parfaitement objectif, au moins être transparent sur ta subjectivité, en fait. Ouais. Savoir aussi que y a certaines choses que tu dis pas, que tu t'interdis de dire, soit parce que... Après, c'est terrible, hein, mais même sur des niveaux locaux, des fois, il y a des trucs que t'écris pas parce que tu sais que si tu balances ça sur une entreprise, tu seras plus jamais invité à leur conférence de presse. Donc, tu le fais pas. Tu les contactes pour leur demander un commentaire, ils disent on n'est pas prêt à communiquer là-dessus, on veut pas que vous écriviez sur le sujet. Et là tu commences à faire des compromis aussi, mais c'est comme ça, t'es un adulte et tu prends acte de la réalité, donc tu fais ok, écoutez, j'accepte de pas écrire tout de suite, mais dites-moi quand est-ce qu'on peut écrire dessus, quand est-ce que vous serez prêt à communiquer. Et s'ils te disent jamais, là éventuellement, là tu décides de sortir ton article ou pas, avec ce que t'as, ou bien t'acceptes d'attendre jusqu'à ce que ce soit prêt. C'est un arbitrage permanent. Mais je pense qu'en fait, il faut prendre acte du fait que la réalité n'est pas parfaite, qu'il y a toujours de la subjectivité, toujours des obstacles, et que c'est une succession de cas particuliers qu'il faut résoudre à chaque fois au mieux, en sachant d'où tu parles, de quoi tu parles, et avec quelles possibilités, et en étant transparent avec le lecteur là-dessus. Donc quand il est bien fait, le métier de journaliste, c'est un métier qui est très humain. Avec de belles qualités humaines, en tout cas. Je pense, ouais, parce que c'est un métier qui est fait uniquement, pratiquement, de rencontres. Bon, je vais pas te faire le monologue d'Otis, mais voilà. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment, voilà. C'est un métier qui est fait de rencontres. J'aime bien, hein. Tu le connais par cœur ? Je le connais pas par cœur, malheureusement. Je sais qu'il faut faire le don de soi à la fin. Ouais, non, c'est un métier qui est fait de rencontres, de discussions, de découverte du point de vue des autres, en fait, et tu passes ton temps à confronter ta subjectivité à celle des autres personnes. Et ton métier est de faire émerger leur subjectivité à eux, surtout quand tu interviews quelqu'un, en fait, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup, d'apporter la contradiction, mais pas tant pour gagner une éventuelle controverse, mais pour pousser ton interlocuteur à aller jusqu'au bout de sa pensée. En fait, ça c'est super intéressant comme exercice. Ouais. Moi aussi, c'est ce que je préfère. Ben, alors, t'es pas spécialiste d'autisme, mais t'es spécialiste d'aviation. Passionné, ouais. Ah oui, passionné. Enfin, pas spécialiste, passionné. T'es passionné d'aviation. Et du coup, je t'ai préparé un petit quiz sur l'aéronautique et les avions. Là, c'est le moment détente. Tu vois. Même si on était très détendu. Détente sur un quiz sur l'aviation, je me connais mal. Là, j'ai le couteau entre les dents. C'est vrai. Oh, la vache. Alors, j'ai des réponses par là. Parce que moi, j'y connais rien, hein, forcément. Après, j'ai 2-3 bases, quoi. Tu vois. Je sais qu'un avion, ça a 2 ailes et que ça vole, quoi. Ouais, effectivement, on est sur des bases solides. Des bases solides. Alors, donc notre petit quiz sur l'aéronautique et l'aviation. On va commencer par la première question. Quel est le premier avion à avoir traversé l'Atlantique sans escale ? C'est le Spirit of St. Louis de Charles Lindbergh. C'est ça. On va voir s'il a tout juste. Du coup, vous qui nous écoutez, vous allez avoir un petit surplus de connaissances sur les avions. Faites comme mes amis, écoutez poliment en attendant la fin et après vous oubliez tout. Le Spirit of St. Louis, c'est le premier avion à avoir traversé l'Atlantique sans escale. Quel est le plus grand avion de transport de passagers au monde ?
Je te donne les réponses. J'ai genre QCM ou Bah écoute, le truc c'est qu'en fait, tu vas comme ça. Transport de passagers, c'est un peu... Transport de passagers, ouais. Parce que t'as l'Antonov 225 Mria, mais on peut mettre des passagers dedans, mais c'est plus du transport de charge, donc... mais bon, il y a des passagers à bord. Bon, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, alors ça va être le Lockheed Galaxy. C'est toujours pas celui-là. C'est toujours pas celui-là. Le 380, si on est dans le transport de passagers Eh ben pur. voilà, oui, c'est ça. D'accord. La 380. Ok. Quel avion est surnommé Dreamliner? C'est le Boeing 787. Ouais, Boeing 787, bien. Bon, pour l'instant, on va dire que tu as quand même 3 bonnes réponses. Enfin, après, sur la deuxième, tu nous as fait un peu la liste de tous les gros avions. Les termes de la question n'étaient pas précis. Quel pionnier de l'aviation a réalisé le premier vol motorisé contrôlé en 1903? C'est les frères Wright, non? Les frères Wright, tout à fait. Quel est le nom de l'avion supersonique commercial qui a volé de 1976 à 2003? Ah, facile. Ça va, je pense que c'est le Concorde. Voilà, tout le monde. Même moi, je le savais. Quel est l'éternel. L'éternel Concorde, voilà. Quel est le nom de l'avion spatial réutilisé développé par SpaceX? Plus récent. Là, voilà. L'avion spatial? Bah, un avion, oui, l'avion... Enfin, ou la fusée. Ah, excuse-moi, je suis pas spécialiste. Spaceship? Starship. 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 Bon, je te l'accorde. Merci. Il y a eu chip à la fin, quand même. Quel avion est célèbre pour avoir effectué le premier vol commercial autour du monde en 1959? 1959. Premier vol commercial, ça doit être un Boeing. Ouais, c'est un Boeing, ouais. Pas le 707? 707, bravo. Mais pour l'instant, t'as tout juste. Incroyable. À part Spaceship, mais bon, on te l'accorde. Tu me l'accordes, c'est gentil. Voilà. Et dernière question, quel est le nom de l'avion solaire qui a réalisé un tour du monde sans carburant Solar Impulse 2016. Solar Impulse, ouais. Alors, ça, en fait, t'es vraiment balèze. Les avions solaires, c'est génial. L'an dernier, en reportage, j'étais au salon de l'aéronautique décarbonée à l'aéroport de Pau. Ouais. Et il y avait donc un tas de prototypes qui étaient exposés d'avions avec des moteurs électriques, des moteurs hybrides, des machins, des trucs. C'était super bien et tout. Et il y avait une visite du tarmac avec donc une délégation industrielle et de journalistes. Et après, tous ces trucs-là, où donc tous les industriels regardaient avec l'air... ils étaient intéressés en tant qu'entrepreneur, on va dire, voilà, c'est oui, fuel efficiency, very good, impressive, machin. Et puis, à la toute fin, il y avait un gars qui était invité, vraiment, il n'était pas une entreprise, il était tout seul, ce type, en mode, un peu une espèce de géo-trouve-tout, un inventeur façon Jules Verne, qui était venu, alors lui, il avait inventé un planeur, sur lequel, enfin, un motoplaneur, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est des planeurs qui ont une toute petite hélice électrique à l'avant qui leur permet de voler plus longtemps, en gros. Et ce type-là, ce qu'il avait imaginé, c'était de recouvrir les ailes de son motoplaneur de panneaux solaires, de virer tout dans l'espace à bagages le plus de batteries possible. Mais c'est super lourd. Le plus de batteries possible pour que ça vole quand même. Et ça lui permettait, du coup, de recharger ses batteries à l'aide des panneaux solaires sur ailes. Du coup, avec l'hélice, il pouvait décoller tout seul. Ouais. Et il pouvait recharger ses batteries en vol. Ouais. Et ce qui signifiait que ce gars, avec son planeur solaire, son motoplaneur solaire, peut voler aussi longtemps qu'il le veut, se poser où il veut, redécoller d'où il veut. Ouais. Et là, quand on est passé devant ce type-là et qui racontait ça, les visages des gens qui ont changé. Parce que d'un seul coup, tous les entrepreneurs, les businessmen, les spécialistes ont disparu, remplacés par les ados ou les petits garçons fans d'aviation. Et t'as vu les yeux qui se sont illuminés. Tu voyais clairement que tous les autres avions qui nous ont montré, ils se sont dit, ça c'est formidable, c'est vachement bien, c'est techniquement très intéressant. Mais quand ils sont passés dans celui-là, ils se sont dit, ça, je le veux, pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me suis dit la même chose. C'est une vraie passion, quoi, l'aviation. C'est une passion de gamin, quoi. C'est ça. Et là, tu touches à une corde sensible, à une corde vraiment émotionnelle. Tu te dis, ce truc-là, je peux voler quand je veux. C'est le rêve. Tu voles, toi, tu fais... T'as ton brevet, c'est ça? Alors non, j'ai pas eu l'occasion de le passer. C'est sur ma bucket list à faire l'année prochaine. C'est un truc que je veux faire l'année prochaine depuis genre 10 ans. Mais je fais du parapente un petit peu. Je veux pas mon brevet de pilote solo, mais je suis pas loin de l'avoir. Je le fais l'année prochaine depuis 10 ans. Voilà, j'aimerais mieux faire. C'est ton année. Cette année, c'est la bonne. Tu vas voler. On y croit. Merci beaucoup, Léo. Merci à toi. Ce moment, c'était très agréable de partager ce moment avec toi. Ouais, c'était cool. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le métier de journaliste si ça vous intéresse. On les transmettra à Léo, il pourra vous répondre. Et des petites étoiles là où vous êtes, voilà, un j'aime, je sais pas, ça nous fera plaisir de voir notre petit podcast béarnais monter dans les listes d'écoute des différentes plateformes. Merci de nous avoir écoutés, merci Léo. Merci à tous. Et à bientôt.